Merci pour tous vos exposés. J'ai une question de Béotienne à poser. À partir de quand, de quels signes, mis à part ceux qui ont été évoqués par le patient qui vient de parler, peut-on commencer à s'inquiéter, à en parler autour de soi, aux médecins qu'on consulte? Pour ma part, j'ai un ami sportif, pas de tabac, pas d'alcool, pas d'obésité, pas de sédentarité, 72 ans. Et ça a été diagnostiqué il y a un peu moins d'1 an et demi. Alors, c'est une question difficile, celle du diagnostic précoce, parce que le cancer a des signes extrêmement variés. Comme ça a été dit, le cancer du pancréas est un organe profond qui ne se palpe pas. Donc, les signes précoces, et en particulier quand la tumeur est située à droite, dans ce qu'on appelle la tête du pancréas, c'est souvent une jaunisse, et c'est souvent quelque chose qui permet de détecter la tumeur relativement rapidement. Il peut y avoir d'autres symptômes, l'apparition récente d'un diabète, un diabète qui était bien équilibré et qui devient déséquilibré. C'est aussi un amaigrissement massif, rapide, avec une perte d'appétit. Ça peut être des douleurs qui traversent l'abdomen par le milieu, de part en part, comme un coup de poignard, d'avant en arrière, avec un piège diagnostique qui est assez fréquent. C'est des douleurs dans le dos isolées qu'on prend pour des rhumatismes et qui va faire un bilan osseux. Et le bilan osseux est fait avec un scanner ou une IRM, avec des paramètres qui sont mis dans l'ordinateur et dans les systèmes de traitement des images pour regarder les os et les disques intervertébraux, et ne permet pas de voir le pancréas en avant. Ça, c'est à peu près 10% des cas. Et là, le diagnostic est beaucoup plus difficile. Donc, les symptômes ne sont pas des symptômes très facilement détectables, sauf souvent à des stades relativement avancés, pas toujours, puisque effectivement, depuis 10 ans, on voit des guérisons, et je vous remercie vivement de votre témoignage, parce que c'est vrai que au début de notre carrière, les uns et les autres, je vois le professeur Peffer, on n'était pas habitué à avoir des guérisons de cancer du pancréas, alors qu'aujourd'hui, on gagne énormément de temps avec les différents traitements. On n'arrive pas à de bons résultats chez tous, mais on voit que réellement, on progresse. Donc aujourd'hui, et le ministre de la Santé, François Braun, l'a souligné avant-hier aux assises des centres de lutte contre le cancer, l'accent est mis sur la prévention, sur qu'est-ce qu'on peut faire demain en termes de dépistage, en termes d'hygiène de vie, de lutte contre l'obésité, contre le tabac, contre l'alcool, parce que aujourd'hui, bien sûr, on a des espoirs. On a vu la biopsie liquide, on a vu l'amélioration des techniques de scanographie, parce que le scanner est quand même l'examen roi par lequel un scanner bien fait voit, mais il y a toutes sortes de techniques d'injection, de moments où il faut regarder effectivement les images sans injection, pendant l'injection artérielle, pendant la phase d'injection veineuse, la phase portale. Et donc, il y a toutes sortes de contraintes techniques. C'est pour ça que l'éducation des médecins, l'enseignement est extrêmement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les traitements en centre expert améliorent les résultats. Mais clairement, s'il reste beaucoup à faire, on a aussi progressé. On a gagné du temps, on a gagné de la qualité de vie, on a gagné un meilleur contrôle des symptômes. Maintenant, il reste beaucoup à faire et c'est le travail de chacun d'entre nous. Et c'est vrai que la place des associations de patients est très importante parce que, et comme ça a été dit tout à l'heure, il y a à convaincre, il y a à faire mieux. D'autres pays, aujourd'hui, même si on fait bien en France, on est bien soigné, on est bien suivi, on sait qu'on est capable encore de faire mieux. Je me permettrai d'ajouter, je suis un généraliste dont le beau-père est mort quelques mois après mon installation, il y a 40 ans, en 15 jours du cancer du pancréas. Il venait de nous retaper tout un appartement. Donc tout ça pour dire qu'il faut l'avoir toujours dans la tête.
en tant que médecin, il faut l'avoir toujours dans la tête. Et il faut jamais hésiter à dire aux patients qu'ils ont le droit de se manifester si quelque chose ne va pas et qu'il n'y a aucune gêne à dire au bout de quelques jours que les choses ne vont pas. Parce que souvent, le retard de diagnostic, c'est parce que les patients ne se remanifestent pas tout de suite en disant on verra. Et on m'a rassuré. Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question par rapport au traitement que vous avez présenté qui passe par l'olaparib, je crois, quand on a une mutation spécifique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de traitement? Et finalement, est-ce qu'on a des outils pour savoir finalement l'efficacité du traitement quand on est pris en charge? Et c'est un peu l'expérience qu'on vit actuellement. On suit le traitement et finalement, on se rend compte qu'on a quand même... on a du mal à évaluer si le traitement a son efficacité et est-ce qu'il faut rebasculer vers une chimio classique? Est-ce que c'est possible? Voilà, j'aurais aimé avoir votre expérience de savoir ce qu'on peut attendre de ce type de traitement. Et peut-être une régression de la tumeur ou est-ce que c'est uniquement, comme vous l'avez présenté ici à l'oral, un moment de pause où on stoppe l'avancée de la tumeur? Alors, l'olaparib est un médicament qui est spécifique et qui permet de bloquer 2 voies de réparation de l'ADN, et une voie est déjà atteinte en cas de mutation et la deuxième voie est attaquée par l'olaparib et de ce fait, la cellule cancéreuse ne peut pas réparer et meurt. Donc le principe d'action est extraordinaire, avec des résultats qui ont été formidables dans le cancer de l'ovaire et dans certaines formes de cancer du sein, avec des survies extraordinairement prolongées, une amélioration des chances de guérison à différents stades. Dans les tumeurs du pancréas, les résultats sont plus modestes et sont des résultats qui permettent de gagner du temps, de retarder des chimiothérapies, de gagner de la qualité de vie. Ce qui est intéressant, c'est le principe, c'est-à-dire qu'à partir de cette molécule qui a un mécanisme d'action spécifique, certainement d'autres molécules viendront. On sait qu'on a une cible moléculaire qu'on va pouvoir probablement améliorer avec d'autres traitements associés. Maintenant, voilà, ça a été le premier succès de la médecine de précision dans le cancer du pancréas. Ce sont des résultats qui valent la peine, qui ne sont pas des résultats extraordinaires, mais pour les patients qui peuvent en bénéficier, ça vaut la peine. Mais clairement, c'est des résultats améliorables et c'est le principe qui est intéressant de se dire on a un mécanisme d'action spécifique sur les cellules tumorales sur lequel on peut continuer à travailler parce que ce principe-là est validé. Voilà. Bonsoir. Une petite question, savoir est-ce qu'une chimiothérapie après l'opération est d'office quelque chose qu'il faut faire, en sachant qu'on a déjà eu une chimiothérapie avant l'opération? Alors c'est une question difficile, je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse scientifique. Dans les cancers de l'intestin et dans de nombreuses tumeurs pour lesquelles on fait une chimiothérapie préopératoire, il y a souvent une chimiothérapie post-opératoire. La question de la chimiothérapie avant l'opération n'est tranchée que dans une forme particulière de cancer du pancréas qui est le borderline, celui où si le chirurgien opère d'emblée, on est sûr d'avoir des marges positives et une chirurgie incomplète. Donc la chimiothérapie ou les rayons plus la chimiothérapie se font avant. Et là, dans ces cas-là, une chimiothérapie de précaution pendant 6 mois est faite en post-opératoire. Il y a 2 études qui ont démontré que c'était efficace. Une étude faite aux Pays-Bas, une étude faite en Corée du Sud. Donc c'est un standard international. Par contre, dans une tumeur opérable, aujourd'hui, on n'a pas fait la preuve formelle, opérable d'emblée, c'est-à-dire le chirurgien peut
opéré d'emblée, on n'a pas fait la preuve formelle que la chimiothérapie avant l'opération puisse améliorer les choses. En tout cas, certaines équipes le font. C'est recommandé, par exemple, aux États-Unis, dans certaines formes de pronostics défavorables. C'est pas recommandé dans le reste du monde. Maintenant, voilà, c'est quand même du cas par cas. Aujourd'hui, dans les études de recherche qui sont en cours pour valider ce principe, il y a 3 à 4 mois de chimiothérapie avant l'opération et on complète par les 6 mois. On fait au total 6 mois, c'est-à-dire s'il y a eu 4 mois avant, on fait 2 mois après. Si on a fait 3 mois avant, on fait 3 mois après. Mais on n'a jamais travaillé sur la durée de traitement. Par contre, je vous ai montré tout à l'heure les résultats qu'on a publiés en septembre et qu'avait déjà montré une équipe européenne avec essentiellement l'équipe Grande-Bretagne, Heidelberg, etc. 6 mois de chimiothérapie, c'est un standard de cancer du pancréas. Voilà. En maladie métastatique, souvent on fait une pause, ou on fait de l'olaparib avant quand on peut le faire, ou on peut interrompre la chimio plus tôt. Par contre, en chimio de précaution, si on interrompt avant, on n'a pas le même résultat. Ça, on en est sûr. Merci, bonsoir. Merci, c'était très très intéressant. J'ai 2 questions. La première, j'aurais voulu savoir si c'était possible d'étendre la question de Madame sur le Laparib, sur les thérapies cibles. Est-ce on s'attend au même résultat que ce que vous venez de décrire pour le Laparib, pour toutes les thérapies cibles? On n'a pas de recul. Le nombre de personnes traitées est relativement faible. Aux États-Unis, où les assurances privées prennent en charge les tests génétiques et les tests génétiques du génome, du patrimoine génétique qu'on a de ses parents, et prennent en compte également les tests moléculaires sur la tumeur, ils ne sont pas posés de questions. C'est-à-dire ces tests génétiques, prise de sang pour regarder si on a un patrimoine génétique normal et tests sur la tumeur sont un standard. Simplement, 5% de la population peut en bénéficier puisque tout dépend du niveau d'assurance que vous avez souscrit, soit à titre individuel, soit via votre entreprise. Et si vous devez payer de votre poche, qui est le cas de la plupart des patients aux États-Unis, les coûts sont astronomiques. En France, on a un système où il y a un gâteau fixe qui détermine le niveau que la société est prête à accepter pour tous ces tests génétiques. En 15 ans, ça a augmenté de 5% à l'occasion du Ségur de la santé, et puis c'est tout, le gâteau reste toujours le même, ce qui veut dire que pour le remboursement, la part, le malade n'a jamais rien à payer, mais les établissements de santé doivent payer plus chaque année, alors parce que le nombre de tests augmente de façon considérable. Donc premier point, on a des difficultés d'accès aux tests. Deuxièmement, toutes ces médecines de précision, aujourd'hui, n'est pas accessible en routine en France. Voilà, ça viendra dès que l'expérience va augmenter. Par exemple, l'immunothérapie avec le pembrolizumab, c'est un traitement standard d'immunothérapie pour une bonne vingtaine de tumeurs. Ça vient d'être accepté dans le traitement du cancer du côlon, forme familiale, génétique, quand il y avait une maladie métastatique. Si on trouvait des cas, j'espère qu'on arrivera à s'arranger pour avoir la molécule. Ça sera pas forcément simple. Maintenant, ça évolue à une telle vitesse. C'est dans les recommandations aux États-Unis, ça va être dans les recommandations européennes. Clairement, on va avoir besoin du soutien des associations de patients, des groupes de recherche. Le professeur Harley peut nous parler des démarches qui ont été effectuées. On est intervenu auprès de la sénatrice Guillotin en Meurthe-et-Moselle, est intervenue 2 fois au Sénat. Jean Castex, quand il était Premier ministre, a pris un engagement. Le président Macron a pris un engagement l'été dernier. Alexandre, tu veux peut-être ajouter toutes les actions que vous avez faites de votre côté?
Oui, effectivement, on a travaillé donc avec différents groupes scientifiques, notamment le GFCO, donc c'est le groupement francophone en cytogénomique et en oncologie. Donc on est quelques biologistes, enfin représentant toute la France, et donc on a également participé justement donc à reprévenir la haute autorité de santé, le ministère. On a fait énormément de réunions. Il n'y a pas que nous, hein, il y a la société de génétique humaine. Il y a énormément de sociétés savantes qui ont alerté les autorités sur ce sujet. Le problème, c'est qu'on a du mal à trouver un consensus. A priori, le mot RIHN, puisque c'est le système de remboursement pour les tests de biologie moléculaire, apparaît une fois dans le plan de financement de la loi de la sécurité sociale, publié récemment, accepté, enfin la version validée par le Sénat. Donc a priori, on n'est pas encore sur un remboursement franc et massif en 2023. La question que vous posiez sur l'olaparib et l'accès aux tests moléculaires pour les patients, l'olaparib, c'est une molécule qui est disponible qui a eu sa première validation chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire qui était initialement muté BRCA1, BRCA2 ou BRCA2. L'autorisation de ce médicament a évolué sur des patientes qui présentent une instabilité génétique, c'est-à-dire une déficience de la recombinaison homologue, qui est un des systèmes de réparation de l'ADN dont parlait le professeur Conroy. Et donc on s'aperçoit que de à peu près 20% des patientes, on a finalement 50% des patientes qui peuvent bénéficier de la prise en charge, enfin en tout cas du médicament en question, l'olaparib. Et donc ça veut dire qu'en faisant plus de testing moléculaire et en testant plus large, donc des tests qui coûtent plus cher fatalement, on arrive à traiter plus de gens. Dans les cancers du pancréas, on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences de mutation, hein. C'est beaucoup moins fréquent, on est sur 5-6% effectivement pour BRCA1, BRCA2. La déficience en recombinaison homologue, on est à peu près à 10%. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit, logiquement, de tester ça. En tout cas, si jamais on découvre un patient avec un déficit de la recombinaison homologue avec un cancer du pancréas, la prescription de l'olaparib se ferait hors AMM. Donc il y a l'accès aux tests moléculaires, il y a également l'accès à la molécule et comment on fait pour pouvoir éventuellement faire des essais, sachant que c'est des altérations qui sont excessivement peu fréquentes et donc il faut absolument des essais multicentriques. Donc en pratique aujourd'hui, les tests moléculaires, on les fait en maladie métastatique, on les fait en routine et on essaie au maximum. C'est pour ça que avec tout son enthousiasme, le docteur Lambert vous a présenté tout le portefeuille d'essais cliniques. L'idée des essais cliniques qu'on a à l'ICL, c'est d'avoir tous ces médicaments-là ou le cousin proche en test, de façon à ce que nos patients puissent en bénéficier, faire bénéficier les autres patients dans l'avenir et donner effectivement un accès précoce à ces molécules. Quand on n'y arrive pas, en pratique, on s'organise avec nos collègues d'autres établissements si eux ont eu plus de chance que nous dans tel ou tel centre de lutte contre le cancer, tel ou tel CHU, et on essaie toujours d'avoir un accès direct à l'information de l'endroit où on peut adresser un patient si d'aventure on n'avait pas une molécule qui convenait. C'est ça notre façon de procéder, mais on trouve toujours un moyen pour s'organiser. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que nous, d'après notre expérience, c'est que quand il y a une identification d'une mutation génétique et qu'on pourrait éventuellement appliquer une thérapie ciblée, tous les médecins, tous les oncologues font au mieux pour intégrer les patients dans un essai clinique pour mettre à disposition les molécules qui ne sont pas encore mises sur le marché et qui ne sont pas remboursées. Et quand vraiment on n'y arrive pas, on essaie de travailler avec l'industrie pour qu'il y ait une sorte de don pour mettre à disposition la molécule d'une manière gratuite aux patients. Donc les médecins sont sensibilisés, ils font au mieux quand c'est possible d'intégrer le patient dans un essai clinique pour qu'il ait accès aux molécules qui ne sont pas encore remboursées ou mises sur le marché quand ces traitements ont prouvé une certaine efficacité ou potentiellement peuvent être utilisés. Merci. J'ai une réponse très complète. Ma deuxième question était pour le professeur Harlet, je crois, sur les biopsies liquides.
En fait, je viens de Belgique et vous avez parlé donc de votre centre ici qui a cette expertise de biopsie liquide. Je voulais savoir au niveau national et au niveau européen, est-ce qu'il y a d'autres centres qui disposent de cette expertise-là? Oui, alors effectivement, la biopsie liquide, c'est quelque chose qui se fait en routine dans les cancers bronchiques. On recherche des mutations EGFR d'un gène, en tout cas, pour pouvoir mettre en place certains traitements ou surtout détecter les résistances. Les différentes approches, par contre, l'approche notamment par séquençage haut débit, c'est quelque chose qui ne se fait pas actuellement partout en France. Donc on a un certain nombre de centres experts où on réalise du séquençage et on est capable de détecter un certain nombre d'altérations, en tout cas un nombre assez exhaustif d'altérations moléculaires. Par contre, tous les centres n'y ont pas accès. On travaille, on est laboratoire de référent en France récemment pour l'analyse NGS et notamment ici en biopsie liquide. Donc les laboratoires qui ne disposent pas des techniques pour le faire peuvent nous adresser les prélèvements. Et par contre, ça utilise le même système financier de remboursement. Donc c'est pas forcément quelque chose de très simple. Aujourd'hui, on a des recommandations internationales de l'utilisation de la biopsie liquide dans les cancers bronchiques, dans les cancers colorectaux également, où on peut faire ce qu'on appelle des recherches théranostiques, c'est-à-dire qu'on va rechercher la présence de mutations tumorales directement dans le sang pour savoir si le patient peut bénéficier d'une thérapeutique ciblée. Dans les autres altérations, on a une sorte de consensus, c'est-à-dire que si on n'a pas accès à du tissu pour pouvoir tester la biologie moléculaire, pour pouvoir traiter le patient correctement, on va passer par une biopsie liquide, c'est-à-dire qu'on va analyser le sang, et si on trouve une altération qui a priori est tumorale, on traitera le patient sur la base des résultats de la biopsie liquide. Donc aujourd'hui, on n'a pas de recommandation internationale à ce sujet-là, mais c'est des choses qui se font et tous les professionnels sont d'accord là-dessus. Merci, mais il y a une carte de l'Europe avec les centres qui maîtrisent cette expertise, parce que j'ai compris qu'en France, c'était vous, par exemple en Belgique ou ailleurs. Alors, en France, il n'y a pas que nous, parce qu'on est fiers de présenter notre travail, mais il y a également les grands instituts qui le font, bien évidemment. Beaucoup, oui. En Belgique, alors il y a dans les grandes villes, dans tous les centres hospitalo universitaires, généralement, ils travaillent également sur la biopsie liquide. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas de carte d'Europe. Il y a Louvain aussi, bien sûr. Oui, Rastesberg. Ouais. Après, ça, c'est une information qui peut peut-être être retrouvée sur les sites d'évaluation externe de la qualité, parce que vous savez peut-être que les laboratoires de biologie s'évaluent de manière annuelle sur les tests qu'ils réalisent. Et il y a peut-être des listes des participants aux évaluations externes de qualité, justement, sur les fournisseurs d'évaluation de qualité. Donc il y a peut-être moyen de retrouver comme ça la liste des gens qui font de la biopsie liquide par des biais détournés. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Si. Bonsoir, je suis en rémission de cancer du pancréas depuis quelques mois. J'aurais voulu savoir si vous saviez pourquoi les femmes assez jeunes sont de plus en plus nombreuses. Ou est-ce que c'est encore en étude? À l'époque, j'avais 45 ans. Personnellement, je ne sais pas s'il y a une augmentation franche chez les sujets jeunes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on fait des diagnostics de plus en plus fréquents. La plus forte augmentation est chez les personnes de plus de 80 ans dans les études épidémiologiques. Maintenant, on n'a pas de chiffres précis en France depuis 2018. L'un dans l'autre, la crise Covid a fait que toute l'épidémiologie du cancer s'est arrêtée pour quelques années. Donc on n'a pas de données vraiment récentes. Par contre, dans le cancer colorectal, clairement, on voit une augmentation assez importante des formes jeunes. Quand on dit jeune, c'est moins de 50 ans, parce que le cancer colorectal, l'âge moyen, c'est 73 ans. Alors qu'on voyait 1 ou 2% de cancers colorectaux avant 50 ans, on est maintenant à 25%. Et les causes commencent à être connues.
On parle de l'antibiothérapie dans l'enfance avant 2 ans, la multiplication des antibiothérapies qui détruisent la flore intestinale. Est-ce que ça joue dans le cancer du pancréas? Je n'en sais rien, mais on s'intéresse de plus en plus à la flore intestinale. La deuxième cause, et ça dans le cancer du pancréas, ça peut intervenir, c'est le temps passé sur écran et le manque d'activité physique. Et ça, c'est dans l'adolescence que ça se joue probablement, hein, d'une manière générale. Un cancer, c'est l'accumulation, comme le disait le professeur Harley, d'anomalies génétiques acquises tout au long de la vie pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est au bout d'une 40aine d'années, 50 années, plus qu'on voit le résultat de son mode de vie. Il y a des facteurs alimentaires dans le cancer du côlon comme dans le cancer du pancréas, et l'un et l'autre, il y a le rôle du tabac et de l'alcool. Donc on a modifié notre mode de vie, notre mode alimentaire, et clairement il y a un changement dans l'âge de survenue, le type des cancers, et c'est pour ça que, à la fois dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer qu'a présenté avec l'Institut national du cancer le gouvernement, et dans ce qu'a présenté le ministre de la Santé avant-hier, il faut vraiment travailler sur la prévention des cancers. Et Unicancer et les 18 centres de lutte contre le cancer ont créé 3 groupes de travail sur prévention primaire, comment on empêche d'avoir un cancer, prévention secondaire, prévention tertiaire. Dans les chiffres que vous a présenté le docteur Lambert, il ne faudra pas que vous reteniez, il y a d'ailleurs quelque chose qui est important à savoir et dont je n'ai pas parlé du tout. Les chiffres qu'il présente ne sont pas des bons résultats du tout. En fait, les résultats sont en grande partie meilleurs que ça, parce que dans les résultats qu'on peut présenter de la lutte contre et des survies à 5 ans qu'on a le cancer du pancréas, il ne faut pas oublier que une grande partie des cas sont des anciens fumeurs. Et ils vont faire guérir du cancer du pancréas, pour certains d'entre eux, des cancers bronchiques, des cancers de vessie. Ils ont abîmé leurs artères et ils vont faire des ennuis cardiovasculaires X ou Y. Et ce sont heureusement encore aujourd'hui, je dis heureusement, on ne devrait pas dire heureusement pour un cancer du pancréas, mais dans l'ensemble quand même les cancers du pancréas sont quand même plutôt une maladie des personnes âgées au-delà de 70 ans. Maintenant, voilà, il y a par malchance des personnes qui ont ce type de maladie à 60 ans. Maintenant, le fait que ce soit des personnes âgées fait que dans nos résultats de cancer du pancréas, quand on monte des résultats à 5 ans qui sont aussi affreux que ce que vous avez vu là, et qu'on compare ça aux résultats de survie par cancer du pancréas, on va du simple au double, parce qu'on a perdu 20% de nos malades d'autres causes. De morts naturelles, de morts cardiovasculaires, d'autres cancers, de morts subites qu'on ne sait pas expliquer, mais dont on est sûr dans la plupart des cas que ce n'est pas des cancers du pancréas. Donc ces aspects de prévention par l'activité physique adaptée dont on parlait tout à l'heure, l'arrêt du tabac, l'arrêt de l'alcool, un suivi optimal après cancer, sont des choses extrêmement importantes aujourd'hui qui influent sur les résultats. Merci. Écoutez, je crois qu'on pourrait passer une grande partie de la nuit sur un sujet aussi important et passionnant. On ne va pas abuser de votre temps. Alors, surtout, on a aujourd'hui un panel de compétences assez exceptionnel, donc c'est d'autant plus intéressant. Je voulais vous remercier vraiment très, très chaleureusement. Donc, vous êtes soumis à l'exercice, hein, qui est toujours un petit peu compliqué, mais bon, vous nous avez quand même donné pas mal d'espoir aujourd'hui. Et vous savez que l'espoir, c'est ce que nous avons mis comme enseigne de notre association. Donc, on a, pendant quelques années, on a repéré donc, quelques petites choses qui avançaient, mais là, on sent qu'il y a vraiment, c'est plus qu'un frémissement. Avant, il y avait donc, c'était très plat. Maintenant, on voit vraiment qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent, et c'est très encourageant pour nous, c'est très encourageant pour tous les patients donc, qui sont concernés, et toutes les familles.
Et donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut continuer à se mobiliser. On a parlé à plusieurs reprises qu'il était important d'intervenir, de faire pression sur les pouvoirs publics pour des remboursements, pour un certain nombre de points comme la capacité à opérer, des choses comme ça. C'est un sujet qu'on va aborder encore dans les semaines, les mois qui viennent. Donc, mobilisons-nous, continuons à faire pression, continuons à faire en sorte que donc le cancer du pancréas ne soit pas vraiment une horreur quand on le diagnostique, et qu'on ait une chance raisonnable de pouvoir avancer. Et c'est tout le souhait que je formule ce soir. Merci encore à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir, un signe encourageant également que c'est un sujet qui passionne. La mairie de Nancy a très gentiment mis à notre disposition quelques boissons pour vous récompenser de votre patience. Alors je vous invite à y aller maintenant, donc, si vous le voulez bien. Merci à vous encore.